Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu réduit mon titre, puisque je me suis centrée sur un objet spécifique, et donc on va reparler d'Edison. Je me suis centrée sur l'une des plus merveilleuses machines de la technologie du 19e siècle, le phonographe, popularisé par Edison. À part ça, vous allez le voir, la méthode que j'ai employée est tout à fait, contribue, je pense, à compléter des analyses qui ont été faites hier par Valérie Stiénon ou tout à l'heure par Mathieu. On va tout à fait dans la même perspective de ce continuum entre l'actualité et l'anticipation, entre l'écriture de la science dans la presse et dans la fiction. Le phonographe, machine parlante, a fait rêver les poètes bien avant de trouver une réalisation pratique dans la technologie du XIXe siècle. Théophile Gautier la décrivait déjà ainsi une trentaine d'années avant son invention. Je cite, « Un jour peut-être, lorsque la critique, perfectionnée par le progrès universel, aura à sa disposition des moyens de notation sténographique pour livrer toutes les nuances du jeu d'un acteur, n'aura-t-on plus à regretter tout le génie dépensé au théâtre en pure perte pour les absents et pour la postérité. De même qu'on a forcé la lumière à moirer d'images une plaque polie, l'on parviendra à faire recevoir et garder par une matière plus sensible encore et plus subtile que l'iode les ondulations de la sonorité. » De nombreuses fictions mettent en scène le phonographe. Certaines sont bien connues, d'autres moins. Je vous en ai fait une petite sélection que je vous affiche ici dans l'ordre chronologique. Vous voyez dans cette liste des choses très connues, comme par exemple le Château des Carpates de Jules Verne, ou bien L'Ève future de Villiers l'Isle-Adam, des choses nettement moins connues. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Nérida, qui n'est pas vraiment de Wilfrid de Fonvielle, c'est pas vraiment un roman d'anticipation, mais il y a un phonographe dedans. Ou bien les fictions d'Armand Sylvestre, dont plusieurs utilisent le phonographe. Alors je ne ferai qu'effleurer ces textes de fiction, parce que ce qui m'intéresse plus que le texte littéraire, c'est en amont du livre le moment de l'émergence de l'imaginaire phonographique dans le journal. Le journal, je le vois comme le lieu matriciel où se noue le rapport originel entre l'actualité et la science, entre l'ici et maintenant de la découverte et du savoir positif, et la projection dans l'ailleurs ou dans le futur caractéristique de la fiction d'anticipation. Comme corpus, j'ai choisi de revenir sur des traces qu'on a déjà explorées dans nos travaux collectifs de l'ANR Anticipation, puisque je vais reparler de la science illustrée. Stéphanie a utilisé ce journal hier, et Claire Barrel-Moisan et Axel Hosbein ont déjà beaucoup travaillé sur ce journal lors d'une séance de séminaire qui s'est tenue à Lyon il y a quelques années. Plus spécifiquement, je vais travailler sur la deuxième série du journal qui commence à paraître en 1887, et je m'arrêterai à 1892, qui est l'année de la publication de La vie électrique de Robida, le XXe siècle de la vie électrique, dans les pages du journal. Vous avez déjà vu ça hier. J'ai sélectionné aussi cette belle couverture du journal. Quelques mots de contexte pour expliquer le choix de ce journal, qui est créé au moment du tournant scientifique dur du positivisme, et qui me semble particulièrement intéressant comme organe de diffusion, de vulgarisation scientifique et de fiction, donc de l'intégration de la fiction dans la vulgarisation scientifique. Dans les années 1850 à 1870, les avancées de la science semblent retirer aux écrivains leur rôle traditionnel d'écrire les savoirs. Le degré de technicité des écrits savants augmente et écarte temporairement la fiction et la science, puisque c'est dans ces années qu'on voit le recul assez notable des genres les plus anciens de la fiction scientifique, le conte, l'allégorie, le dialogue. Et avant la naissance d'un genre nouveau de fiction, dont le sujet sera la découverte elle-même, le roman d'anticipation. Le rôle de truchement, traditionnellement dévolu aux écrivains, revient alors à des vulgarisateurs professionnels qui sont soit venus de la presse, ce sont des journalistes qui se spécialisent dans la vulgarisation, soit ce sont des savants
principalement des médecins et des ingénieurs, reconvertis dans le journalisme, parfois après des échecs professionnels dans leur première carrière. C'est le cas de Louis Figuier qui s'est reconverti dans la vulgarisation après avoir rencontré de vraies difficultés scientifiques dans sa carrière scientifique. Et donc cette émergence des vulgarisateurs, on la voit en particulier dans la Science illustrée, un magazine qui s'est précisément fait une spécialité de cet entre-deux entre le sérieux du savoir et l'amusement de l'imaginaire. J'en viens plus précisément à mon sujet, donc du phonographe. Lorsque paraissent les premiers numéros de la Science illustrée en 1887, le phonographe d'Edison est revenu au premier plan de l'actualité scientifique, 10 ans après sa première invention qui date de 1878. Parce que le phonographe, c'est une sorte d'invention continuée et d'invention collective aussi, puisque il est le résultat d'une série d'améliorations d'un procédé connu depuis, ou exploré en tout cas depuis un certain temps. Je remonte un tout petit peu en arrière, donc, pour vous expliquer un peu les débuts de cette histoire de l'invention. En 1877, le poète et inventeur français Charles Cros, qui a déjà imaginé un télégraphe automatique et d'autres machines de télécommunication, Charles Cros conçoit un procédé pour enregistrer la voix humaine qu'il appelle le paléophone. Il l'appelle ainsi parce que ce procédé devrait permettre de conserver les voix du passé, donc paléophone. Charles Cros va chercher aux usines Breguet de l'aide pour passer à la phase expérimentale de son invention, mais cette aide ne lui est pas proposée, il ne la trouve pas, et donc il se contente de décrire son invention par écrit, et il dépose un document à l'Académie des sciences. Mais c'est l'Américain Edison qui, à peu près au même moment, avec un peu ergoté sur les quelques jours, les quelques semaines de décalage entre les deux événements, c'est l'Américain Edison qui va réaliser l'appareil et le breveter la même année, reprenant pour baptiser son appareil le nom qu'un journal français avait proposé pour le procédé de Charles Cros. Il l'appelle le phonographe. Pendant l'année 1870, l'invention désormais donc attribuée à Edison bénéficie en France d'une campagne de promotion très bien orchestrée. Il y a une communication à l'Académie des sciences faite par un représentant de la compagnie Edison au mois de mars, la démonstration du fonctionnement de l'appareil devant les journalistes rassemblés dans la salle de conférence du boulevard des Capucines en avril, la publication de plusieurs ouvrages de vulgarisation promotionnelle pendant l'été sous la plume de Pierre Giffard ou de Théodose Dumoncel. Puis, ayant protégé par un brevet son invention, Edison se consacre pendant plusieurs années à toute autre chose, au problème de l'éclairage électrique. Pendant une dizaine d'années, il ne travaille plus du tout sur le phonographe, mais pendant ce temps, la vogue du phonographe gonfle d'elle-même en passant dans la culture populaire. Par exemple, à travers la musique de danse. Je vous montre ici une partition d'une fantaisie polka, donc une pièce musicale destinée à la danse, de Léon Copin, qui date de 1879 et qui s'appelle Le phonographe. L'appareil d'Edison, qui n'est donc en 1878 pas encore prêt pour la production industrielle, cet appareil entre dans l'imaginaire français comme une sorte d'accessoire de prestidigitateur permettant de mettre la science au service de l'évocation spectaculaire des absents par le biais de la voix enregistrée. Rien d'étonnant donc à ce qu'on mette cet appareil sur la scène, puisqu'il s'agit d'un appareil adjuvant d'un spectacle, si vous voulez. Vous avez ici une belle affiche pour un spectacle qui s'appelle l'Éden oriental. Enfin, je ne sais pas si c'est la salle ou le nom du spectacle. Je crois que c'est le nom du spectacle. Sous la direction du professeur Loramus, et qui annonce donc l'utilisation du phonographe. Comme il est d'abord reçu comme un instrument de prestidigitation, le phonographe suscite quelques manifestations d'incrédulité. Le journaliste Pierre Giffard rapporte comment l'un des membres de l'Institut, le docteur Bouillot, avait, lors de la présentation du phonographe à l'Académie des sciences en 1878, avait refusé obstinément de croire à l'invention d'Edison
et avait cherché, en pinçant le nez du démonstrateur, à prouver qu'il s'agissait d'un exercice de ventriloquie. Elle avait essayé de lui couper la respiration pour couper le son du phonographe. Pendant que le premier phonographe est ainsi exhibé en France, paraît l'une des toutes premières fictions d'anticipation qui utilise l'appareil comme élément de l'intrigue. Il s'agit du roman Nérida de Wilfrid de Fonvielle, roman pour la jeunesse paru dans la Bibliothèque rose illustrée de Hachette. Fonvielle est un journaliste scientifique et aussi un très fervent aérostier. Il est à l'époque le secrétaire de rédaction de la revue L'Électricité et il sera à partir de 1887 l'un des plus actifs rédacteurs de la Science illustrée. Nérida est une sorte de roman policier positiviste, mais peut-être que c'est un pléonasme, romancier policier positiviste, je ne sais pas bien. Un roman dans lequel le héros démasque des charlatans, des spirites, de prétendus spirites qui ont entrepris de ruiner un nabab crédule. Je vous montre ici la scène l'illustration de la scène qui utilise le phonographe comme accessoire. Le phonographe, donc, dont le héros a découvert le fonctionnement par l'intermédiaire d'un ingénieur américain, qui n'est pas nommé, mais dont on comprend très bien qu'il s'agit d'Edison. Le phonographe lui sert à créer le simulacre de l'apparition d'une femme morte, c'est-à-dire qu'il lui sert à battre les prestidigitateurs spirites sur leur propre terrain, mais pas avec les armes de la charlatanerie, mais avec celles de la science. Le dispositif éditorial du livre de Fonvielle est très intéressant parce qu'il confronte systématiquement deux interprétations des faits. La fiction proprement dite adopte le point de vue du personnage crédule qui se laisse tromper par les simulacres des charlatans, tandis qu'un très gros appareil de notes en fin de volume explique tous les prodiges par la science. Donc ce qui apparaît comme un prodige dans le roman est expliqué par la science et démystifié dans les notes de fin de volume. À l'époque où Fonvielle écrit son roman, les premiers enregistrements faits par Edison sont très peu distincts, au sens auditif. On distingue très mal les voix enregistrées, et c'est là que réside bien sûr la dimension d'anticipation du récit. Le héros est tout à fait téméraire puisqu'il compte sur un appareil qui n'est pas du tout au point pour donner l'illusion d'une parole humaine identifiable et compréhensible. Le romancier est donc obligé de s'en expliquer dans sa note. Alfred connaissait des perfectionnements, qui n'ont point encore été rendus publics et qui donnaient à la reproduction de la voix une netteté qu'elle n'a pas d'ordinaire. En effet, il est excessivement rare qu'un phonographe soit assez bien construit pour que l'on puisse comprendre ce qu'il dit quand on n'a point entendu préalablement la personne qui, en parlant dans le cornet, a imprimé les paroles sur le papier d'étain. Vous voyez comment la phrase permet à la fois d'expliquer l'anticipation, enfin de la souligner, et d'expliquer le procédé technique d'enregistrement sur cylindre métallique. C'est tout à fait caractéristique de cette écriture de vulgarisation positiviste. En 1887, au moment où Wilfrid de Fonvielle est devenu le rédacteur régulier de la Science illustrée, Edison a considéré comme résolu le problème de l'éclairage électrique et il est revenu à l'enregistrement du son, un domaine dans lequel ses concurrents Graham Bell et Emil Berliner avancent eux aussi très rapidement. Ils se livrent tous les trois à une véritable guerre des brevets et l'histoire des développements du procédé phonographique est émaillée d'épisodes d'espionnage et de rivalité entre les premières compagnies industrielles qu'ils ont fondées. La Science illustrée rend abondamment compte de ce qu'elle appelle une course au clocher, en présentant la compétition comme une succession de défis technologiques qui transforment les inventeurs rivaux en héros. C'est le premier extrait. Décidément, c'est une course au clocher. Pendant que M. Edison travaillait avec toute la fiévreuse ardeur qui est dans sa nature à son phonographe perfectionné, M. Graham Bell, l'inventeur du téléphone, réalisait un appareil nouveau, le graphophone, ayant les mêmes ambitions et de plus peut-être celle de supplanter son rival.
La succession très rapide des inventions et des brevets d'amélioration inspire les rédacteurs qui font du style et de l'esprit. Deuxième coupure. En présence de cette averse d'invention que nous ne pouvons encore juger que sur les descriptions incomplètes des journaux américains, ce qui est insuffisant, et sans savoir même si la série est close, nous n'avons qu'une chose à faire qui est d'attendre, plume en main, prêt à enregistrer tous les bruits, toutes les vibrations qui s'y rapportent, et ils nous parviennent jusqu'à ce que les objets eux-mêmes passent à portée de nos sens. C'est un article d'Adolphe Bittard. Dans cette course à l'invention, la figure d'Edison est celle qui domine nettement, du moins en France, parce que j'ai cru comprendre, en allant visiter récemment une exposition au musée de Pointe-à-Calière, qu'au Canada, c'est Graham Bell qu'on met en avant. La science illustrée traduit ces interviews, les interviews d'Edison, donne le portrait pleine page de son représentant à Londres, le général Gouraud, dont la communication à l'Académie en 1889 est retranscrite intégralement dans le journal. Edison vient en France pour l'exposition universelle de 1889 et son pavillon, que je vous montre ici, connaît un véritable triomphe. Au fur et à mesure que fleurissent les premiers montreurs de phonographes, c'est ainsi qu'on appelait les gens qui faisaient métier de faire des démonstrations phonographiques, au fur et à mesure que se répand ce métier, l'expérience vécue par les auditeurs de la voix enregistrée devient de plus en plus familière et elle est reproduite dans de nombreuses illustrations. Vous avez ici une des illustrations d'un ouvrage consacré à l'exposition universelle où l'on voit les auditeurs du phonographe. Grâce aux journaux qui diffusent les faits, les images et les discours de l'actualité phonographique, mais aussi grâce aux fictions, la légende de celui que Villiers de l'Isle-Adam appelle Phonograph's Papa se développe très précocement en France. En 1886 déjà, la légende est suffisamment constituée pour que Villiers puisse s'en prévaloir dans l'avant-propos de l'Ève future pour justifier la création d'un personnage romanesque conçu d'après l'ingénieur américain dont il porte le nom. Enfin, c'est vraiment un personnage démarqué complètement d'Edison. Voici un extrait de l'avant-propos de l'Ève future. En Amérique et en Europe, une légende s'est donc éveillée dans l'imagination de la foule autour de ce grand citoyen des États-Unis. Dès lors, le personnage de cette légende, même du vivant de l'homme qui a su l'inspirer, n'appartient-il pas à la littérature humaine ? Il est ainsi bien établi que j'interprète une légende moderne au mieux de l'œuvre d'art métaphysique dont j'ai conçu l'idée, qu'en un mot, le héros de ce livre est avant tout le sorcier de Menlo Park et non monsieur l'ingénieur Edison, notre contemporain. Cette légende d'Edison se nourrit des innombrables applications pratiques que l'on entrevoit pour le phonographe. Ces applications pratiques, il les a listées lui-même. Donc les journaux ont publié ces listes. Je vous en donne un extrait ici, une liste numérotée. La présentation typographique elle-même est destinée dans les journaux français à représenter le pragmatisme américain. Les vulgarisateurs reprennent et amplifient cette liste en brodant, en laissant courir leur imagination anticipatrice. Voici ce qu'imagine Henri de Parville, dont on a déjà beaucoup parlé lors de ce colloque, dans sa version un peu exaltée et tout au futur de cette liste. Les applications se pressentent. D'abord, au lieu d'écrire une lettre, on aura souvent plutôt fait de la dictée au phonographe. On enverra la bande de cire au destinataire. Celui-ci la placera sur son appareil et il n'aura plus qu'à écouter. La signature sera superflue quand on connaîtra la voix de l'expéditeur, puisque les intonations, l'accent, le timbre de la voix sont complètement reproduits. On croirait avoir son interlocuteur à côté de soi. Les applications postales et sténographiques de l'invention, parmi lesquelles, qui sont les premières auxquelles Edison avait pensé lui-même, facilitent le travail du secrétariat et de la correspondance. Une magnifique utilisation littéraire de ceci apparaît dans le Dracula de Bram Stoker de 1895, lorsque Mina Murray découvre, en transcrivant à la machine à écrire les cylindres enregistrés par le docteur Seward, lorsqu'elle découvre le destin tragique de son amie Lucie qui a été tuée par le vampire, c'est en écoutant
un compte-rendu enregistré au phonographe. Enfin, une série de comptes rendus. Outre le courrier, le phonographe semble aussi envahir l'avenir du journal et du livre. Grâce à une pédale qui permet d'introduire une pause dans la lecture du cylindre, les compositeurs des journaux pourront composer directement d'après un phonogramme, sans passer par la copie manuscrite des articles. Charles Cros donnait déjà en 1880 la version fantaisiste et noire de cette amélioration technique de l'imprimerie. Il invente un journal de l'avenir, c'est le titre de sa nouvelle, situé au XXe siècle, donc, un journal dans lequel on n'imprime plus la feuille, car ce sont, oui, je vous ai mis la citation, car ce sont des personnes d'une voix exquise qui dictent la copie à des phonographes, dont les traces reproduites à des millions d'exemplaires vont porter le journal parlé aux abonnés. Le narrateur de son conte est guidé dans la rédaction du journal, qui apparaît sous la forme d'une sorte de nouveau cercle de l'enfer, par un Virgile technophile qui s'extasie, c'est la deuxième citation, « Personne ne sait plus lire ni écrire, c'est le progrès à cause du dit phonographe. On ne trouve que quelques gens arriérés dans ce sens parmi la lie du peuple. Ce sont ces gens qu'on emploie à la rédaction. » Si vous aviez des ambitions dans le journalisme, vous voilà servi. Dans la version positive que donnent les vulgarisateurs du journal La Science illustrée, le remplacement des travaux littéraires par l'enregistrement n'a que des avantages. Voici ce qu'ils en disent. Il va de soi qu'on pourra aussi publier des livres phonographiés. On priera un bon lecteur de lire le dernier roman au phonographe, et les rouleaux phonographiés reproduiront la lecture avec ses intonations, ses finesses de diction. Un bon lecteur fera prime, et sa signature viendra souvent à côté de celle de l'auteur, et même quelquefois avant. Un petit peu plus loin dans le même article, quelle nouvelle source de revenus pour les éditeurs? Nous ne sommes pas au bout des surprises que nous réserve l'avenir. Ça, c'est vraiment le positivisme du journal. Et que d'auditeurs désormais, autant que de lecteurs. Quelle fortune pour les malades, les aveugles, les désœuvrés le soir au coin du feu. Point d'exclamation. Dans un récit de Robida et Uzanne, qui s'intitule « La fin des livres » et que vous connaissez probablement, ce rêve tourne au cauchemar. Le titre catastrophiste de leur récit le dit bien. Sur cette illustration de Robida, on voit Gutenberg faire face au sorcier Edisonas que sa démoniaque invention va mener au bûcher. Dans La Science illustrée, l'avenir est toujours rose et les vulgarisateurs sont toujours favorables au progrès que, au contraire, les écrivains ont tendance à voir avec les lunettes de la satire ou de l'imagination dystopique. Ainsi, l'androïde féminin imaginé par Villiers sous les traits de l'Ève future trouve un écho dans la poupée phonographique d'Edison, dont les rédacteurs de La Science illustrée espèrent que, contrairement aux femmes réelles, elle ne va pas abuser du don de la parole. La poupée phonographique est une sorte de préfiguration d'androïde, puisque c'est une poupée qui parle. L'une des critiques les plus récurrentes dans le journal porte sur le mercantilisme de l'inventeur du phonographe, et c'est là-dessus que je vais terminer. Edison est représenté comme celui qui maîtrise à la perfection non seulement l'invention technique, mais aussi les arcanes de la guerre des brevets et de la publicité commerciale. Il est très souvent moqué, en particulier dans une nouvelle qui s'intitule « Le triomphe de la science », et où il est crédité d'une invention qui s'appelle le phono-photo-sténotypo-biographe, et qui est décrit de la façon suivante. C'est un instrument qui, en moins d'une minute, sur une simple question que vous lui adressez, vous rend du même coup votre photographie, le son de votre voix, votre phrase imprimée, un fac-similé de votre écriture et la date de votre naissance. Et cette invention magnifique suscite le mépris des personnages qui disent « La dernière création d'Edison, dans un an, ce sera dépassé ». On trouve aussi, dans un texte dont j'ai déjà parlé, le texte de Charles Cros,
le personnage caricaturé sous le nom tout à fait parlant de Tad Blackson. Hein, c'est celui qui fait des tas de blagues. Et Charles Cros met en scène le compère de Tad Blackson, qui s'appelle Humbugson, et qui est l'inventeur, je vais vous laisser là-dessus, d'une invention absolument formidable. Dans la rédaction de ce journal de l'avenir, tout est tellement merveilleux qu'il y a des plantes magnifiques et des colibris qui volent partout. Et le pragmatisme américain a été obligé d'inventer une potion colibricide. Et c'est l'œuvre immortelle de l'ingénieur Humbugson. Je vous remercie.